Donc, bonjour à tous, moi je suis Caroline Guittet, chef de projet du pôle paysage et nature et paysage à l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Donc, l'idée c'est de faire un panorama des outils du paysage en Bretagne avec une contextualisation quand même de la question paysagère à la fois en France et au niveau régional. Si tu peux passer avant, après, ah, ça marche pas. Voilà. Donc le sommaire, c'est assez complet, donc il y a des choses on va aller un petit peu plus vite. Je vais quand même vous présenter, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, donc notre, structure. Un petit détour sur les politiques paysagères en France pour bien comprendre, la nécessité des outils qu'on travaille actuellement, notamment pour identifier les paysages bretons, pour analyser et suivre les dynamiques paysagères, agir notamment avec, les plans de paysage et aussi vous présenter un projet que l'on mène en ce moment sur les indicateurs de paysage et aussi sur une enquête régionale sur les paysages bretons. Vous allez voir, donc après, vous allez avoir accès au diaporama et il y a un petit picto. Quand il y a un petit picto, ça veut dire qu'il y a une ressource qui est accessible en ligne. Donc, il faut juste cliquer soit sur un texte qui est souligné, soit sur l'image. Et donc, vous avez accès par la suite à l'ensemble des ressources. Donc, si tu peux passer. Donc, l'OEB, l'Observatoire de l'environnement, c'est un groupement d'intérêt public depuis 2007 avec une gouvernance tripartite, État, région, collectivité territoriale. Nous avons 3 missions principales, donc donner accès à l'information environnementale, développer la culture environnementale pour les citoyens et les citoyennes et notamment pour aussi aider à la prise de décision des territoires. Donc, au départ, il y avait quelques thématiques suivies, c'est-à-dire que nous avions un observatoire de l'eau, par la suite un observatoire de la biodiversité, puis de l'énergie, des gaz à effet de serre, puis des déchets, de la biomasse. Les missions paysages sont arrivées en 2018 et on a également maintenant une mission climat. Donc, on essaie vraiment de traiter l'ensemble des problématiques environnementales et si possible de faire du lien aussi, entre ces différentes thématiques. L'objectif premier de notre, institution, c'est vraiment, la donnée, c'est-à-dire qu'on va collecter la donnée sur les territoires, on va ensuite la structurer, notamment via différents outils informatiques, par exemple. On va l'analyser et ensuite on va retransférer, ces données, auprès des collectivités territoriales et des citoyens et citoyennes. Si tu peux passer, Manon. Ah, tu es passé un peu trop vite. Ah, la 4. Donc, plus particulièrement les missions paysages, l'objectif, alors quand je parle de missions paysages et du pôle, en gros, c'est moi, il y a que moi qui travaille sur les paysages ici. Donc, l'objectif, c'est à la fois d'animer le réseau des acteurs et actrices de la connaissance paysagère, de centraliser l'ensemble des données de paysage donc au niveau de la région, parce qu'il y a différentes données dans les différents départements, etc., pour créer une base de données paysagère unique. La spécificité de mes missions, c'est aussi je crée de la donnée par rapport aux autres pôles qui ne créent pas la donnée, parce qu'en fait, c'est quand même un champ assez récent. L'idée, c'est également de faire du lien entre les différentes données pour monter en connaissance et donc rendre accessible à la fois ces données et leur analyse, donc à différentes échelles, du régional aux EPCI, à la fois pour développer et faciliter les diagnostics de paysage donc dans les suites territoires, pour faciliter la définition des objectifs de qualité paysagère, ça on y reviendra, et aussi pour sensibiliser la gouvernance territoriale via la valorisation des données. Donc à droite, je vous l'expliquais, là vous avez des textes qui sont surlignés, donc là vous avez accès aux données si vous cliquez dessus. Et donc on va revenir un peu sur chacune de ces données, si tu peux passer. Et donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais un petit peu exposer quand on demande, à des Bretons, c'est quoi les paysages quotidiens? C'est quoi vos paysages quotidiens? Les résultats, sont assez intéressants. J'ai repris l'exemple d'un concours photographique qui a été, lancé par le ministère en 2014.
sur mon paysage quotidien. Donc, c'est-à-dire que tous les Français étaient amenés, sollicités pour prendre des photographies de leur paysage quotidien et de les envoyer. Et par la suite, voilà, il y avait un prix, etc. Et donc, moi, j'ai participé au programme de recherche pour analyser le corpus. Et donc, par exemple, sur l'aire urbaine de Rennes, on s'aperçoit que les Bretons ont envoyé, par exemple, des espaces verts, des parcs et jardins, notamment avec des phénomènes météorologiques spécifiques, comme vous pouvez voir dans la photo à gauche avec la brume. Par la suite, si tu peux passer. On a également des photographies qui mettent en exergue les cours d'eau, donc l'île et la Vilaine, où vraiment c'est un élément symbolique de la ville et du paysage. Par la suite. Donc là, c'était sur la question de la ville et dans les communes périurbaines. Donc, on a essentiellement des paysages donc, agricoles avec une forte valeur autour de l'arbre. Et également, là, vous pouvez voir à gauche, hein, avec un phénomène météorologique assez rare, hein, puisque c'est un paysage enneigé. Donc, si tu peux continuer. 2 photographies où c'est un peu les exceptions dans le corpus. Un habitant qui va prendre en fait les travaux de la LGV, donc qui était en train de se construire, où il explique l'échelle locale de la commune est alors métamorphosée par celle qui est territoriale. Et à droite, et c'est ça qui va nous intéresser aussi, ceci n'est pas un paysage, et c'est pourtant un paysage du quotidien, donc avec un paysage de lotissement. Donc, au final, quand on regarde, donc c'est un petit corpus, hein, c'était 51 clichés sur l'aire urbaine de Rennes. On s'aperçoit que 73%, ça concerne la ville de Rennes, alors que tout le monde ne vivait pas à Rennes, où on présente en fait les paysages du quotidien. Ce sont des lieux de détente, du patrimoine bâti du centre historique, la nature en ville, donc avec les parcs et cours d'eau. Et pour le périurbain, c'est à la fois des espaces de nature, donc paysages ruraux ou étangs. Oui. Ah, oui. Qu'est-ce qui t'arrive aussi? La visio ouais, sur le paysage breton. Tout à fait. Madame Kerwanto, est-ce que vous pourriez couper votre son, s'il vous plaît? Vas-y, Caroline. Et donc, en plus des espaces de nature, on a donc des éléments symboliques, comme des églises. Et donc, il y a les 2 clichés qui fait exception. Quand on s'intéresse un peu plus loin, si tu peux passer, Manon, sur l'ensemble de la Bretagne, donc on a eu, comme on l'a vu, des paysages qui sont choisis et magnifiés, soit par la lumière nocturne, soit par des phénomènes météorologiques. Mais on a aussi et essentiellement des paysages littoraux, avec notamment, là, vous reconnaissez Saint-Malo avec les brise-lames. Si tu continues. Et par exemple, sur les communes rurales du Finistère, on a essentiellement des clichés du littoral, avec une nature qui est composée d'éléments, hein, mer, ciel, terre, hors du temps, sans activité et sans être vivant. Donc ça, ce serait vraiment, en 2014, en tout cas, les paysages du quotidien sont représentés de cette telle manière dans ce concours photographique. Pourtant, on sait que la Bretagne, c'est entre 70 et 80% de surface agricole, donc selon les sources, comme on calcule. Si tu peux continuer. Et puis, c'est une région aussi qui est fortement artificialisée. On est à 11,4% de taux d'artificialisation. Donc, quand je parle d'artificialisation, c'est vraiment l'imperméabilité des sols avec la route, les logements, les zones industrielles, etc. Et c'est aussi un paysage qui est fortement fragmenté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment morcelé. Le paysage agricole est très morcelé. Et donc, on a également 2470 km de traits de côte, donc c'est-à-dire ça représente un tiers des côtes métropolitaines. On a aussi de la forêt, hein, on est à 14% de couverture forestière. On a également des landes, des zones humides, etc. Et donc, c'est-à-dire que dans ce concours, en tout cas, il y a un certain nombre de paysages qui sont non représentés. Et ça, on peut le traduire à travers d'un héritage culturel qui est assez fort et qui se verbalise notamment par l'histoire des politiques publiques en France. Si tu peux passer. Donc ça, j'ai repris ça d'un schéma d'Hervé Davodo, qui est maître de conférence en géographie à Gros Campus Ouest d'Angers, où en fait, ça explique comment ça a évolué. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de chaque loi, mais
au départ, la question paysagère, c'est vraiment une question de l'élite, pilotée et gérée par le ministère en charge des beaux-arts. Et on a cette première échelle où en fait, on va vous voyez ma souris? Non, vous voyez pas ma souris du coup? Au départ, le paysage, on le considère vraiment à l'échelle du monument avec en 1906, la première loi sur, la protection des monuments et sites naturels et donc on va classer des paysages, donc des morceaux de falaise, des choses comme ça, au même titre qu'un monument historique. Donc c'est en 1906, premier site classé en France, c'est d'ailleurs l'île de Bréhat, en 1907. Cette loi va être modifiée avec en 1930, où ça va être amendé et cetera et donc on va au départ donc classer des éléments de paysage, puis ensuite on va élargir aux sites. Puis 1962, on a, la loi Malraux où on va, heu, classer des quartiers et là on est vraiment dans une idée déjà, heu, de protection par l'État et vraiment de conservation en tant que monument. À partir des années 1970, avec l'essor des problématiques environnementales, on va s'intéresser à la notion de nature. Vous pouvez voir en haut, hein, la flèche, du monument à la protection de la nature et donc là, on va, s'intéresser à des paysages de plus grande importance avec notamment les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. On classe plus uniquement un site, mais une commune, voire plusieurs communes et cetera. Et à partir des années 90 et des années 2000, on va s'intéresser au cadre de vie. Donc il va y avoir vraiment à la fois, une dilatation de la notion, monument, nature, cadre de vie et une dilatation de l'échelle du monument au site, au grand paysage, hein, puisque maintenant, en fait, en quelque sorte, quasiment tout peut être considéré comme du paysage et avec un mode de gouvernance qui est différent puisqu'au départ, c'était très centralisé, monument, ministère en charge des beaux-arts, puis ministère de l'environnement en 71 et aujourd'hui, avec les lois de décentralisation des années 80, on est vraiment sur une compétence des collectivités territoriales et aussi avec l'intégration, tant que possible des habitants, dans la définition des paysages. Donc si tu peux avancer. Et donc en creux, on l'a vu, il y a un certain nombre de paysages qui sont non représentés puisqu'en fait, il y a un héritage culturel fort avec des motifs paysagers qui ont été diffusés dans les cartes postales du début du siècle, hein, surtout en Bretagne. Des motifs qui sont encore diffusés actuellement via les cartes postales, les guides touristiques, les émissions de télévision. Et c'est vraiment une culture qui est enracinée, où on a du mal en fait à reconstruire des nouvelles représentations de paysages et donc à prendre en compte ces paysages du quotidien, dans les mentalités. Et également parce qu'en Bretagne, il y a une politique de protection assez forte. Je vous l'ai dit, premier site, classé en France, c'est l'île de Bréhat en 1907. Mais on a en gros, 700 sites classés inscrits. On a 3 grands sites de France, 2 PNR dont dont un autre en projet, 2 sites classés UNESCO et nous sommes la 2e région après l'Île-de-France à concentrer le plus de monuments historiques. Et donc, c'est vraiment toute cette tradition avec notamment aussi le côté littoral en fait qui revient dans la vision en fait, des habitants, quand on les interroge sur, la question paysagère. Donc ce qui est pas représenté, hein, ce sont tiens si tu peux revenir, les paysages, de centres commerciaux, industriels, d'infrastructures de transport, de zones résidentielles, mais aussi de landes, de zones humides, de forêts et cetera. Et donc à partir des années 2000, là tu peux passer, il y a un nouveau paradigme, notamment avec la Convention européenne du paysage, qui définit, ce qu'est le paysage. Donc c'est la première définition, qui définit, institutionnellement le paysage. Donc c'est une partie de territoire telle que perçue par les populations et donc caractérise des facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations. Donc cette convention est ratifiée en France en 2006 et il y a 3 éléments notoires. C'est qu'on passe vraiment des paysages de l'exception au paysage quotidien, celui de tous les jours, celui du cadre de vie. On doit définir et qualifier les paysages donc avec les populations, donc c'est quelque chose, c'est un objet avec une forte dimension sociale et aussi il y a la question de l'évolution. Ce sont des paysages qui évoluent à différentes échelles spatiales et temporelles. Donc aujourd'hui, nous, on travaille avec, cette définition-là. Si tu peux avancer.
Sachant qu'il y a quand même une complexité scientifique, puisque analyser l'évolution des paysages, c'est quelque chose qui est complexe. À la fois, il y a l'évolution des facteurs naturels, la pousse de la végétation, l'évolution des facteurs humains, une croissance démographique. Tout ceci fait évoluer forcément le territoire, à la fois de manière visible, mais aussi de manière invisible. Et vu que le territoire évolue, on a nos propres perceptions qui évoluent. Et en fonction de nos perceptions qui évoluent, on va aussi modifier les facteurs, etc. Donc en fait, c'est vraiment très dynamique. Et à la fois, ça confronte les sciences sociales et les sciences de la nature. Et c'est là où, avec parfois des dissonances, des dynamiques naturelles qui ne sont pas perçues par les êtres humains. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué parfois. Si tu peux poursuivre. Donc, on essaie de travailler à partir des recommandations réglementaires, hein. La Convention européenne nous invite à développer une politique paysagère spécifique. Donc, chaque collectivité est censée développer une politique paysagère et intégrer la dimension paysagère dans les politiques sectorielles, par exemple d'urbanisme, de transport, etc. Les collectivités doivent formuler des objectifs de qualité paysagère. Donc ça a été réaffirmé avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, la nature et des paysages de 2016. Donc on avait la définition réglementaire par l'Europe et en fait ça a été réinjecté dans les textes français, hein, notamment avec la loi Biodive de 2016 où on a vraiment la définition du paysage et cette obligation de définir des objectifs de qualité paysagère. Donc pour répondre à ça, il faut à la fois analyser forcément ses propres paysages et leur dynamique, suivre leur transformation. On l'a vu, il y a une dimension sociale, donc il faut aussi qualifier ces paysages par des valeurs communes. Et donc les recommandations aussi du Conseil de l'Europe, notamment de 2008, c'est de dresser l'état des paysages à des périodes données, élaborer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur les politiques paysagères et donc fournir aussi des éléments pour comprendre toutes ces tendances. Donc nous, c'est vraiment en quelque sorte notre feuille de route pour travailler. Et donc en Bretagne, alors vous allez voir, j'ai essayé de faire des ponts à chaque fois entre l'échelle nationale et l'échelle bretonne pour recontextualiser à chaque fois. Donc on l'a vu, il y a un contexte juridique favorable. Depuis 2005, maintenant, il y a des rencontres régulières entre les différents acteurs avec différents pilotages État-région pour créer ces rencontres. Donc on a vraiment un réseau constitué autour de la question paysagère. Il y a également une recherche scientifique qui est active avec le laboratoire ESO et la création de cet observatoire régional du paysage. Et donc, l'idée de notre travail dans Réseau Paysage, c'est vraiment de travailler collectivement, à la fois avec l'État, la région, la recherche, les collectivités territoriales, mais aussi les associations. C'est une des particularités du réseau. Par la suite. Donc, premier chantier qui a été fait en Bretagne, c'est l'identification des paysages bretons qui a été mené par Laurence Ledu, donc, qui est maître de conférence à l'université Rennes 2 et qui a travaillé sur une première typologie des paysages que vous voyez là, les types de paysages en Bretagne. Donc, avec un travail de télédétection, en fait, ils ont, parce que bon, c'est un travail collectif, ils ont défini 19 typologies de paysages comme bocage à mailles élargies, friches et landes, marais littoraux, etc. Donc ça, c'est la carte de gauche. Et donc, à partir de ces 19 typologies, ils ont défini 8 grandes familles de paysages. Donc, comme vous pouvez voir, un paysage à colline Aragos, je vois pas très bien d'ailleurs, paysage de bocage dans sur colline, etc. Donc là, on a 8 familles. Et donc, la carte à droite, la Bretagne a été découpée en fait par 39 ensembles de paysages et chaque ensemble est défini par une de ces familles. Et donc, si vous cliquez sur les liens, vous retrouvez en fait comment on appelle ça, un livret qui décrit en fait toutes ces familles et vous pouvez en fait repérer votre territoire et voir dans quelle famille vous vous situez et quelles sont les composantes géographiques et paysagères de votre territoire. Si tu peux poursuivre. En complément, il y a eu la loi paysage de 93 qui a incité à créer des atlas de paysages au niveau national. Donc, c'est de
à l'échelle régionale ou à l'échelle départementale. L'idée est de définir les paysages en les cartographiant via des unités de paysage. On a vu qu'il y avait les ensembles de paysages, donc là, on est vraiment sur une petite échelle. Et les unités de paysage, on va aller plus loin, c'est beaucoup plus grand, plus approfondi. Et donc, on va développer ces unités parce que c'est une partie de territoire qui est cohérente géographiquement et aussi culturellement. Et donc là, vous voyez la carte des atlas de paysages au niveau national en 2017. Donc, on avait déjà quasiment le niveau national qui a été recouvert avec le premier atlas en 95 avec l'atlas de l'Allier. Et en Bretagne, on était déjà bien avancé, hormis les Côtes d'Armor qui étaient en, en recherche pour créer son propre atlas, si tu peux avancer. Et donc voilà, aujourd'hui en Bretagne, on a 4 atlas de paysages, donc ça fait 113 unités de paysage, c'est-à-dire qu'on a 113 unités qui ont des caractéristiques spécifiques, où il y a vraiment une homogénéité paysagère. Et donc ça montre aussi toute la diversité des paysages de Bretagne. Avec un premier atlas à un Morbihan 2011, Ille-et-Vilaine 2014, donc je laisserai Armelle et Michel présenter plus en détail leur atlas. Le Finistère et depuis un mois, nous avons maintenant l'Atlas des Côtes d'Armor. Et donc, si vous voulez aller plus loin pour analyser vos paysages, vous allez sur le site de l'Atlas qui correspond, vous recherchez votre commune et en fait, vous allez avoir l'analyse de l'unité de paysage, donc à la fois une description, mais aussi les dynamiques en jeu, les dynamiques qui sont en cours et les enjeux à venir. Et donc, pour simplifier ce travail par la suite, donc à l'OEB, nous, on a créé un M-Viewer paysage. Donc, en fait, c'est un visualiseur cartographique où vous avez un ensemble de couches cartographiques. Et donc, on a géolocalisé l'ensemble des 113 unités de paysage. Enfin, il nous manque encore les Côtes d'Armor, on n'a pas totalement fini. Mais en tout cas, c'est notre base de données mère. Donc, c'est-à-dire que là, on a toutes les unités de paysage de Bretagne. Donc, vous cliquez sur l'unité de paysage qui correspond à la vôtre et vous avez accès directement en fait au descriptif. Donc, il n'y a pas forcément besoin de passer par les atlas. Et comme ça, vous arrivez directement là où vous voulez aller. Donc, si tu peux continuer. Donc, on a vu, on a traité un petit peu de l'identification des paysages. On a aussi un outil pour suivre les dynamiques paysagères, notamment avec les observatoires photographiques du paysage. Donc, l'objectif, c'est de reconduire des photographies de paysages dans le temps, c'est-à-dire qu'on va choisir un point de vue et tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 5 ans, on va refotographier ce même point de vue pour voir comment ça évolue. Dans la démarche classique, donc c'est une institution volontaire qui organise un comité de pilotage constitué d'élus, de professionnels, d'habitants, etc. Ce comité de pilotage va choisir des problématiques paysagères en cours ou à venir sur son territoire, va faire appel à un photographe professionnel ou au chargé de mission de la structure pour faire une première campagne mitraillette, c'est-à-dire il va sur le territoire et va prendre un certain nombre de points de vue qui vont illustrer les problématiques paysagères qui ont été définies pendant le comité de pilotage. Il y a aussi un travail diachronique qui peut être fait avec la récolte de cartes postales anciennes. Le comité de pilotage se rencontre une deuxième fois pour sélectionner des points de vue initiaux, c'est-à-dire des points de vue initiaux qui seront reconduits dans le temps pour former des séries photographiques. En général, sur un observatoire, on est entre 20 et 100 clichés que l'on va reconduire, par exemple, tous les ans. Donc, si tu peux avancer. Donc, cette démarche-là est née dans une vision culturaliste qui a été portée par l'État à partir de 91. Donc, c'est-à-dire que le ministère voulait avoir un portrait de la France, des dynamiques paysagères de la France. Donc, en fait, il a choisi quelques endroits et à partir de là, il y a eu un observatoire photographique de fait. Par exemple, en Bretagne, donc il y en a une vingtaine, 20 observatoires, on va dire, qui a rattaché
au ministère. Donc à l'époque, on était dans une vision culturaliste, notamment parce que c'était des photographes de renom en fait qui étaient appelés à photographier les paysages sur les territoires, comme Depardon par exemple, ou Thibaut Cuisset dans les Côtes-d'Armor. Et donc aussi, à l'époque, l'État finançait ces campagnes photographiques et participait à l'organisation des copies, etc. Ça, c'est un peu essoufflé avec le temps parce qu'il y a eu des mouvements de personnes, puis voilà, des fluctuations financières. Et donc en Bretagne, on avait 2 observatoires donc, portés avec le ministère, notamment l'observatoire du CAUE des Côtes-d'Armor et l'observatoire du PNR d'Armorique, qui sont toujours existants. Si tu peux continuer. À partir des années 2000, notamment avec la Convention européenne du paysage, aussi avec voilà, les nouvelles compétences des collectivités, les observatoires ont aussi été développés hors État, où ce sont vraiment, par exemple, les PNR qui ont décidé de construire eux-mêmes à l'échelle locale, vraiment dans une visée opérationnelle, où en général, les photographies sont réalisées par les chargés de mission à l'intérieur des sites. On ne fait pas appel à des photographes professionnels en général à cause du budget. Et donc, on est vraiment pour répondre, par exemple, pour le pays de Saint-Brieuc, c'est vraiment pour évaluer son SCOT. Si tu peux continuer. Et 2011 arrivent aussi les observatoires participatifs, où là, on invite les habitants à participer à l'observatoire, si tu peux avancer, où il y a plusieurs, on va dire, plusieurs propositions, plusieurs recettes. Soit les habitants font partie du comité de pilotage et donc vont être amenés à choisir les problématiques et choisir les points de vue, ou soit les habitants sont carrément photographes et vont parrainer un paysage et vont le reconduire tous les ans. Donc là, je vous ai mis 2 exemples, PNR de la Brenne et Marseille. Et donc, on a une évolution visuelle, on peut voir les paysages qui évoluent visuellement. Et ce qui est intéressant, c'est pas uniquement un corpus, c'est aussi une matière qui peut faire parler. J'ai notamment fait une thèse sur le sujet il y a quelques années. Et lors d'entretiens avec différents acteurs du territoire, donc chacun choisissait des séries qu'il voulait commenter. Et donc là, on a Plémy avec un bâtiment agricole et il y a eu un réaménagement de ce bâtiment agricole avec un nouvel accès, il y a eu des haies qui ont été plantées, etc. Et sur une même série, on a vraiment des appréciations différentes et des raisons d'appréciation différentes à partir de cette même série. Par exemple, l'habitante va dire très jolie intégration dans le paysage, c'est bien de cacher les bâtiments agricoles. Le paysagiste, lui, c'est vraiment un cache-misère, il ne faut pas faire de l'intégration, mais de l'insertion paysagère. L'agriculteur, quant à lui, nous dit les haies nous permettent de nous cacher des curieux et la critique. Et enfin, l'élu local, sur cette même série, a dit ah, c'est bien de planter autour des bâtiments agricoles. On a un agriculteur qui a construit des bâtiments sans aucune plantation, c'est moche. Donc, tout ça pour dire qu'à la fois, à travers ce corpus, on essaie donc d'analyser visuellement les dynamiques, mais aussi on peut analyser les différentes représentations sociales que l'on a des transformations paysagères. Si tu peux continuer. Il me reste combien de temps, Manon? Bah, tu es à peu près à une demi-heure, donc 10 minutes Il à me reste un faire. quart d'heure. Voilà. Alors, je vais accélérer en étant précise. Donc, à partir de 2011, il y a eu un constat qui a été fait. Il y avait 4 observatoires, donc c'est-à-dire les 2 du ministère que l'on a déjà vus, celui du Pays de Saint-Brieuc et celui du PNR du golfe du Morbihan. Donc, l'université Rennes 2, l'État et la région, face à ça, ont décidé de monter un projet, la POPBRES, donc plateforme des observatoires photographiques du paysage de Bretagne, pour mutualiser, pour centraliser l'ensemble des corpus sur un même outil et pour éviter que chaque structure développe soi-même son outil, parce qu'on sait que l'outil informatique coûte cher. Donc, si tu peux continuer. Donc, c'est un projet qui a été validé en 2011. On a mis 5 ans à le construire. Donc, il y a eu 50 institutions impliquées. Donc, ça a vraiment été quelque chose qui a été construit. C'est aussi quelque chose qui a eu un coût. On est à 110 000 € de coût de conception,
avec une première version qui est sortie en 2016. Donc nous, à l'OEB, on porte l'outil depuis 2018. Et donc, au-delà de l'outil, on l'a dit, 2011, on était à 4 observatoires. Ça a vraiment boosté les observatoires et la création d'observatoires, puisqu'en 2019, maintenant on doit être à 29, on doit être à 29 observatoires photographiques du paysage, soit en cours, soit en projet. Donc ça a vraiment motivé les institutions à créer des observatoires, mais c'est surtout, ça a permis de consolider ce réseau qui travaille autour des paysages. Parce que ce n'est pas uniquement l'outil, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que nous, on anime cet outil. Si tu peux continuer. Donc voilà, aujourd'hui, on a la deuxième version de la POP. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Donc, on est à 1326 points de vue qui sont refotographiés dans le temps. Et donc, ça permet de rechercher un corpus photographique par type de changement. C'est-à-dire que si vous cherchez des photographies où il y a des haies bocagères, vous cliquez haies bocagères et vous pouvez même rechercher toutes les haies bocagères qui ont disparu en Bretagne, par exemple. Donc, ça permet vraiment de rechercher des séries par type de changement. Et maintenant, on peut aussi extraire ces changements par de la statistique. Donc, je vous l'ai dit, c'est aussi un réseau. Et donc, moi, mon rôle, c'est aussi de former. C'est-à-dire qu'en fonction des demandes et des besoins, je vais créer des formations à la carte pour les différents observatoires. Si tu peux continuer. Donc, voilà, là, c'est les différents acteurs qui participent à la POP. Si tu peux continuer. Alors, donc ça, on l'a vu, identification des paysages avec les ensembles de paysages et les atlas. Le suivi des dynamiques avec les observatoires photographiques du paysage. Et aussi, il y a un autre outil qui a été mis en place par le ministère, ce sont les plans de paysage. Donc, l'idée, c'est de définir des objectifs de qualité paysagère qu'on a vu dans la loi biodiversité de 2016, où c'est devenu inscrit dans la loi. Et le plan de paysage, c'est quoi? C'est une démarche volontaire, donc portée par une collectivité qui va inviter les acteurs en concertation à concevoir l'aménagement du territoire. Et donc l'idée, c'est vraiment les caractéristiques paysagères font la richesse du territoire, portent un sens aussi auprès des populations. Et à partir de cette concertation, en fait, on va définir ces objectifs de qualité paysagère. En face de chaque objectif de qualité paysagère, on va créer un programme d'action pour la suite. On peut faire ça, par exemple, ça arrive souvent quand un EPCI s'élargit, il faut repenser le territoire et donc on va mettre en place un plan de paysage avant de mettre en place le SCOT pour déjà faire sens, créer un territoire qui fait sens collectivement pour avoir des grandes bases autour de valeurs communes pour ensuite passer aux documents de planification. Si tu peux continuer. Donc voilà, je vous ai mis tous les ans, en fait, il y a un appel à projet au niveau du ministère. En général, il faut faire les dépôts de candidature en juin et c'est annoncé à l'automne. Ça commence en général, l'ouverture commence en mars. Et donc, il y a 2 possibilités. Il y a les plans de paysage qui sont généralistes, où c'est vrai, piloté par le ministère de la Transition écologique, et on a les plans de paysage de la transition énergétique qui sont financés par l'ADEME. Par exemple, Sifliac a un plan de paysage de l'ADEME sur la transition énergétique. Pour le plan de paysage généraliste, c'est 30 000 € quand on est lauréat sur 2 ans, je crois. Non, sur je ne sais plus, sur quelques années. C'est quand même assez court. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut notamment contacter l'Adréal. Si tu peux passer. Et donc, dernier projet dont je voulais vous parler, ce sont la création d'indicateurs de paysage. Donc, l'idée, c'est vraiment de fournir des outils de suivi des politiques publiques et de suivi de l'état de santé des paysages bretons. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, un indicateur, en gros, c'est une donnée soit qualitative ou quantitative qui sera répétée dans le temps. C'est vraiment quelque chose réalisé sur le long terme. Donc, on travaille ça collectivement, une quinzaine de structures impliquées. Aujourd'hui, on a 11 jeux d'indicateurs. Je vais vous en présenter quelques-uns. Sachant qu'on est à la fois, on répond à des besoins régionaux et infrarégionaux avec toujours des exigences scientifiques.
Donc, c'est pareil, si vous avez des besoins sur les territoires, on peut créer des groupes de travail pour ensuite construire ensemble des indicateurs. Si tu peux continuer. Alors, on va avancer, on ne va pas rentrer dans les concepts. Juste avant, tac, tac. Avant encore. Donc, on a créé en 2019 un cadre théorique pour un peu avoir des bornes de limiter scientifiquement notre champ d'action tout en utilisant un vocabulaire paysager. Et donc, on a se construit ce tableau que l'on remplit au fur et à mesure, si tu peux avancer. Et donc, on a mis à l'épreuve ce cadre théorique avec des indicateurs faciles à mettre en place au départ. Par exemple, un indicateur qu'on a vu sur les plans de paysage. Donc, on a 14 plans de paysage en Bretagne depuis 91, ce qui représente 14% des communes en Bretagne. Et au final, 20% de la population bretonne est concernée par un plan de paysage. Donc ça, c'est un indicateur, par exemple, que je remets à jour tous les ans, qui est assez simple à calculer. Si tu peux continuer. Et donc, chaque indicateur est contextualisé sur notre site par des articles explicatifs, par des data visualisations et des dossiers bibliographiques. Tu peux continuer. Donc ça, c'est un autre exemple avec les observatoires photographiques du paysage. Continue. Et donc là, on a aussi construit des indicateurs sur les dynamiques de paysage, donc à partir des atlas. Donc, vous pouvez y accéder en cliquant sur le tableau. Vous avez ici l'ensemble des dynamiques de paysage en Bretagne qui ont été inventoriées dans les atlas. Et quand vous cliquez sur une dynamique à gauche, en fait, vous avez les unités de paysage correspondantes. Donc, en fait, vous pouvez aller aussi sur votre unité de paysage et voir quelles sont les dynamiques associées à votre territoire. Et si tu peux continuer, on a fait aussi ce travail sur les enjeux de paysage. Alors là, j'avais cliqué améliorer les infrastructures, les lisières entre ville et campagne. Donc, j'ai cliqué ici et là, ce sont toutes les unités de paysage qui sont concernées par cet enjeu de paysage. Donc, si vous voulez avancer sur votre diagnostic, vous pouvez aller voir ces deux data visualisations pour avoir des informations. Et donc, dernier projet que je voulais aborder avec vous, on va mettre en ligne le 1er décembre de cette année une enquête sur les paysages bretons. Donc, l'idée, c'est de cerner les caractéristiques qui font que les paysages soient considérés comme qualitatifs aujourd'hui et de définir les enjeux pour améliorer la qualité des paysages de demain. Donc, on a une enquête en ligne, donc à destination de l'ensemble des Bretons et des Bretonnes. On a aussi des étudiants, une dizaine d'étudiants qui vont sur le terrain pour faire des entretiens semi-directifs. Et donc, l'idée, c'est de refaire exactement la même chose dans 10 ans pour voir comment les représentations ont évolué dans le temps, avec plusieurs objectifs opérationnels. C'est vraiment notamment donner envie aux atlas de les réviser, parce qu'en fait, certains sont assez vieillissants. C'est aussi créer des indicateurs de suivi dans l'évaluation des documents de planification, notamment dans les SCOT. Et donc, les données seront disponibles à différentes échelles, donc à la fois à l'échelle régionale, départementale, mais aussi à l'échelle des EPCI. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un portrait de comment les habitants perçoivent le territoire dans lequel ils vivent. Donc, bien sûr, s'il y a assez de répondants. Si tu poursuis, donc, on a 4 échelles. C'est un questionnaire qui traite du paysage du domicile, du paysage du travail, des loisirs et du paysage régional. L'idée, je vous ai donné quelques exemples. Nous saurons quels sont les lieux de convivialité les plus fréquentés dans les communes bretonnes, quels sont les animaux les plus présents dans le quotidien des Bretons, quelles sont les dynamiques dégradant le plus les paysages, quels sont les paysages les plus fragilisés en Bretagne selon les enquêtés, etc. Donc, il y a une petite campagne de pub que vous aurez sans doute l'occasion de voir. Et si tu finis. Donc, je vous l'ai dit, une mission paysage depuis 2018, c'est assez récent. C'est des données qui sont toujours en construction, dans les principes de recherche-action, toujours en co-construction avec les acteurs du territoire et en fonction des besoins des territoires, avec cette validation scientifique. Des données qui sont à la fois issues des sciences de la nature et des sciences sociales,
avec la participation des populations et aussi dans une volonté de transversalité thématique. C'est comment on arrive à travailler et on avance là-dessus entre paysage et biodiversité, paysage et climat, etc. Et à la fin, j'ai fini après, je vous laisse la parole. Vous avez différentes ressources que l'on a construites. Connaître les paysages en Bretagne, donc là c'est un livret ici sur l'état de la connaissance des paysages bretons. Localiser, c'est le M-Viewer où vous avez un certain nombre de couches cartographiques. Un zoom sur qui reprend en fait la démarche paysagère à l'échelle locale. Et ici, vous avez accès à l'ensemble des indicateurs qu'on a déjà créés. Voilà. Donc, je suis disponible pour vos questions et aussi, n'hésitez pas à me recontacter par la suite par mail si vous avez d'autres interrogations ou des besoins. Voilà. Merci Caroline. A priori, il n'y avait pas de questions dans le chat. Ce que je vous propose, c'est soit de poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et pour être sûr qu'on reste bien dans les temps, je vous propose d'enchaîner et à la fin, on aura un petit peu de temps pour répondre aux questions qui ressortiront. Il y avait juste une question quand même, c'était y a-t-il des membres de la Confédération paysanne pour parler de paysage? Bon, je vous laisse répondre dans le chat s'il y en a qui sont présents. Armelle, je vous laisse la parole du coup pour poursuivre. Oui, merci. Donc, alors je vais partager l'écran en espérant que ça marche. Est-ce que c'est bon de votre côté? Oui. Ok, super. Peut-être le mettre en grand écran, par contre. Hop. Voilà. Donc, on va faire une présentation à deux voix. Donc, moi, c'est Armelle Andrieux. Je suis chargée de mission espace naturel et paysages au département d'Ille-et-Vilaine, au service patrimoine naturel. Bonjour, moi je suis Michel Collin et je suis depuis un peu moins d'1 an maintenant le paysagiste conseil du département d'Ille-et-Vilaine. Voilà, donc on va vous présenter un peu les actions du département, de la collectivité, notamment voilà, en faveur de l'intégration des paysages dans l'aménagement du territoire. Donc déjà, pourquoi est-ce que le département intervient? Dans quel cadre? En fait, ça s'insère dans la politique départementale des espaces naturels sensibles. Ce n'est pas une obligation pour les départements de mener cette politique en faveur des paysages, mais c'est une possibilité qui est donnée par le Code de l'urbanisme qui prévoit que les départements sont compétents pour élaborer, mettre en œuvre une politique en faveur de la préservation des sites, des paysages et des espaces naturels. Voilà, et ça a été renforcé notamment par la loi biodiversité et paysage de 2016 qui précise que l'échelle départementale est la plus pertinente pour élaborer des atlas de paysages. Donc, historiquement, le département d'Ille-et-Vilaine agit sur cette thématique-là, notamment puisqu'on a... il y avait la sensibilité aussi de la part d'agents de la collectivité et notamment le chef du service patrimoine naturel qui a impulsé un peu cette dynamique. Et puis, ça s'est concrétisé notamment par la mise en place, enfin, l'élaboration de l'Atlas des paysages en 2014 en co-maîtrise d'ouvrage avec les services de l'État, notamment la DDTM, avec notamment l'inclusion d'un volet sociologique sur la prise en compte de la perception des habitants. Voilà, donc je peux laisser Michel en parler plus précisément puisque c'est lui qui a élaboré l'atlas. Rapidement, hein, mais je suis également l'auteur de l'Atlas des paysages du Morbihan que j'avais fait juste avant. Et donc, ça a permis quand même de travailler sur des problématiques paysagères finalement bretonnes, hein, notamment dans la relation entre l'Armor et l'Argoat qu'on va retrouver partout en Bretagne. Et c'est un sujet qu'on va beaucoup retrouver sur la question des représentations. C'est ce que disait Caroline tout à l'heure, où les représentations culturelles sont telles que les côtes sont hyper représentées, hyper identifiées comme des paysages, et c'est beaucoup moins le cas pour les paysages quotidiens, les paysages de l'intérieur des terres. D'où une réelle problématique qu'on avait identifiée avec la sociologue, une problématique en fait sur la question du paysage de destination, c'est-à-dire que
ce qui avait été identifié, c'est que pour beaucoup d'habitants et d'habitantes, le paysage serait un endroit où on va se rendre, on va prendre sa voiture pour aller en bénéficier, alors que c'est moins identifié comme la qualité de son environnement immédiat. Et c'est ça, ce qui pose un enjeu très intéressant, un axe de travail pour les collectivités, pour peut-être renforcer la possibilité de trouver des paysages agréables et de qualité dans la proximité. Ce n'est qu'un exemple, hein, mais je pense que c'est bien d'insister sur le lien paysage et population, et la notion de cadre de vie, la notion d'expérience sont extrêmement importantes et viennent se compléter la connaissance scientifique de l'environnement. Ça se combine. Alors donc concrètement, oui, le site, enfin, l'Atlas des paysages est sous la forme d'un site internet qui a été mis à jour récemment et qui est accompagné d'un livret de synthèse. Et notamment sur le site, on peut retrouver une carte interactive avec les 29 unités de paysage identifiées. C'est ça, on va retrouver évidemment la trame initiale élaborée par Laurence Ledu et ses équipes initialement, et puis qui est ensuite retraitée dans le détail avec quelque chose qui s'ajoute. Je ne le dis pas pour déconsidérer le merveilleux travail de Laurence, mais nous avons également inscrit des unités de mer dans l'Atlas du paysage, en considérant que la mer fait partie de nos paysages. Ici, on a voilà, la mer et l'estran du Mont-Saint-Michel, par exemple. Et puis, on a également détaillé certains aspects, notamment les vallées, où ici, ce qui est plus qu'une vallée, c'est la continuité du canal d'Illérance, que l'on considère comme un paysage, notamment parce qu'il fait l'objet d'un usage. C'est-à-dire qu'il y a une connexion là entre l'identification d'un paysage qui ne repose pas seulement sur ces composantes physiques, mais qui repose également sur le fait qu'il est paysage dans l'usage qui en est fait lorsqu'on parcourt le canal. Vous voyez, voilà, donc c'est à la fois la trame initiale, on retrouve les grands ensembles et leur caractère, et puis des éléments qui viennent apporter, qui viennent détailler, disons, cette approche. Alors voilà, effectivement, on a tout ce travail conséquent d'identification des paysages. L'idée de l'Atlas, c'est qu'il puisse être pris en compte aussi par les collectivités, que ce soit élus ou agents des collectivités, notamment dans le cadre des documents d'urbanisme. Et le comité technique qui s'est réuni pour élaborer l'Atlas des paysages a été réuni à nouveau une fois que l'Atlas était réalisé, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait valoriser tout ce contenu, à la fois pour suivre l'évolution et les dynamiques des paysages qui avaient été identifiés en Ille-et-Vilaine, et puis diffuser aussi cette connaissance auprès d'un large public, aussi bien grand public que public technique. Je peux rajouter qu'un des publics visés et qui utilisent l'Atlas, ce sont les bureaux d'études. Les bureaux d'études qui réalisent les documents de planification et les documents d'urbanisme, qui souvent ont recours à cet outil pour commencer leur travail d'identification des paysages d'un territoire et de leurs enjeux. Donc, c'est dire aussi l'enjeu d'un tel outil, parce que finalement, il donne le ton. Il donne le ton à une entrée en matière quand on aborde un document de planification. Donc, justement, dans le cadre de ce programme d'action qui a été élaboré par le département d'Ille-et-Vilaine, on avait donc l'objectif notamment de suivre l'évolution des paysages. Et donc, pour ça, on a mis en place 3 observatoires photographiques, donc 3 OPP. Donc, à la fois, effectivement, pour analyser les caractéristiques des paysages, mais aussi les dynamiques et les pressions qui les modifient. Suivre ces paysages, notamment les transformations, et puis pouvoir aussi être un support de sensibilisation de cette question-là. On voit bien que souvent les gens sont plutôt visuels, et donc une illustration par une photo d'OPP, c'est très parlant. Je remarque également, je complète pour l'élaboration de l'Atlas des paysages, notre partenaire sociologue s'était également servi
de ce médium. C'est-à-dire qu'elle avait proposé de rassembler quelques images quand elle avait rencontré notamment pas mal d'élus, et rassembler des images censées être représentatives. Et puis, on avait ensuite retravaillé sur un questionnaire lui-même s'appuyant sur une sélection de photos de paysages pour récolter des réactions, des sensibilités à partir des images. Effectivement, le lien est essentiel, hein, entre ces notions. Les représentations ont un poids extrêmement important, hein, dans les dynamiques paysagères. Voilà. Et c'est grâce à ce travail qu'effectivement, on a pu mettre en place des observatoires photographiques. Donc, je ne reviendrai pas sur ce qu'est un observatoire photographique, hein, puisque Caroline l'a bien détaillé tout à l'heure. En tout cas, nous, au sein du département, on en a mis en place 3 à des échelles différentes et qui sont complémentaires. On a notamment un OPP à l'échelle de nos espaces naturels sensibles. Donc, c'est quelque chose qui a été lancé en 2016. Donc, on commence maintenant à avoir un petit peu de recul avec les reconductions photographiques. Et l'idée, c'est de pouvoir faire ces prises de vue et les reconductions en régie avec les chargés d'études qui sont en charge de la gestion des espaces naturels sensibles. Et on a choisi différents points de vue pour voir l'évolution des paysages sur nos ONS en fonction des aménagements qu'on peut mettre en place. Comme là, ici, sur l'étang de Pimpon, on a la création d'un platelage pour permettre le cheminement des gens en hiver. Et puis, l'effet de la fréquentation aussi sur les paysages au sein de nos ENS. Donc là, on a une autre illustration de l'OPP, cette fois sur le parc du Château des Pères à Piré-sur-Seiche, avec l'évolution du paysage là, depuis 2016 en fonction de la gestion du site, hein, avec le pâturage, la fauche, les prairies. Et puis, on voit l'implantation d'une haie qui tend à masquer aussi le paysage. Donc ça, l'intérêt, comme je vous le disais, c'est aussi de pouvoir à la fois suivre les transformations des paysages et puis aussi valoriser, en tirer des enseignements. Et donc, les collègues chargés d'études, notamment, font des comités de concertation, des comités de gestion, on appelle ça, avec les élus du territoire et puis les partenaires naturalistes, usagers. Et donc, ils s'appuient beaucoup sur les photos de l'OPP pour montrer aussi à la fois le travail des équipes et puis les effets de la fréquentation ou des aménagements qu'on peut mettre en place. Donc, un deuxième travail d'OPP qui est très conséquent et très intéressant aussi, c'est qu'on a poursuivi sur la dynamique qu'on avait avec les services de l'État dans le cadre de l'Atlas des paysages pour mettre en place un OPP départemental en lien justement avec l'Atlas pour vraiment illustrer les enjeux et les dynamiques des différentes unités de paysage. Et donc, pour ça, on a missionné un paysagiste, un photographe justement qui a des notions de paysage. Et donc, c'est Guillaume Bonnel qui a été retenu pour mettre en place l'itinéraire principal. Donc, ça a démarré en 2018. On a, en groupe de travail et comité technique, identifié 99 vues qui donc, sont réparties sur l'ensemble des 29 unités paysagères. Alors, on a essayé de couvrir tout le territoire, mais pas de manière très purement arithmétique, hein. Au départ, on s'était dit 3 photos par unité de paysage. Il y a certaines unités qui sont très riches et qui avaient beaucoup d'enjeux, et donc il a fallu qu'on illustre un peu plus précisément. Donc voilà, c'est entre une moyenne de 1 à 3 à 5 prises de vue par unité de paysage. Et l'intérêt aussi de cet observatoire photographique, c'était d'avoir des prises de vue expérimentales avec des paysages sonores, hein, voilà, des captations sonores en même temps qu'une photo de paysage, des paysages nocturnes, et puis aussi des paysages cinétiques, donc des paysages en mouvement. Et avec ce travail-là, on a identifié aussi un itinéraire complémentaire composé d'une trentaine de points de vue qui ne sont pas reconduits, mais qui sont gardés un petit peu de côté pour, si jamais dans le corpus principal, on avait des photos, enfin des prises de vue qui s'arrêtaient. Voilà, une vue qui est bouchée, donc on ne peut plus reconduire la photo, on la remplacera par
une autre prise de vue de la campagne complémentaire, ou alors pour illustrer d'autres problématiques qu'on n'aurait pas identifiées en 2018. Voilà, pour compléter aussi sur cette OPP, on a défini des pas de temps de reconduction qui ne sont pas forcément trop rapprochés, parce que c'est un travail déjà qui est conséquent, et puis que sur le grand paysage, parfois, on n'a pas non plus, enfin, suivant les prises de vue, on n'a pas d'évolution directe, enfin, tout de suite. Donc là, on s'est laissé un pas de temps de reconduction de 3 ans. Et donc là, les premières prises de vue ont eu lieu en 2018 et on commence cette année les reconductions. Donc là, je vais vous illustrer quelques photos de l'OPP, alors où justement, on n'a pas encore les reconductions à vous présenter. Donc c'est à la fois, ça couvre le département et puis les différents enjeux qu'on peut avoir, avec notamment les problématiques agricoles. Ici, on a une illustration des travaux dans les champs et notamment sur la commune de Noyal-sous-Baillouge, avec des captations sonores. Ouais. J'interviens là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet absolument passionnant pour la Bretagne. Et Caroline l'a déjà évoqué tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a une problématique vraiment propre à la Bretagne de représentation où, en fait, l'agriculture bretonne, elle est ultra moderne, elle a profondément transformé les territoires dans les années 60, mais les représentations sont antérieures au remembrement. Et du coup, les éléments modernes, et notamment les bâtiments agricoles, etc., on n'arrive pas à les faire coller avec l'image du paysage. Ils ne sont pas conçus pour ça et on en arrive du coup à essayer de les planquer, quoi. Et je pense que le travail de photo, comme cette photo de Guillaume, dans laquelle les tracteurs, les bâtiments agricoles trouvent leur place dans une représentation du paysage, c'est non seulement une observation, mais aussi une construction paysagère. C'est-à-dire que ça permet d'avancer un peu dans une représentation plus correcte de ces campagnes bretonnes et de ce qu'elles sont réellement dans leur modernité. Donc, je pense que c'est aussi enfin, la photo, en l'occurrence là, fait œuvre de paysage, pas seulement comme un observateur extérieur, mais aussi comme un moteur et comme un acteur. Donc on a aussi des paysages à la fois ruraux, mais de centre-bourg. Donc là, on a l'illustration sur la commune de Bonnemain, de greffe de bâtiments, on va dire, contemporains dans un village, avec plutôt une architecture traditionnelle. Et effectivement, ça montre un peu l'enjeu de la cohabitation entre ces différentes formes architecturales. Évidemment, l'Ille-et-Vilaine, on ne pouvait pas passer à côté du bocage et de l'illustration non plus de cette gestion du bocage avec la taille des arbres en ragos. Donc là, c'est la commune de Long-Hélin avec la question de l'arbre dans la pratique d'élevage au sein de petites parcelles. Donc toujours le bocage avec d'autres formes et d'autres structures bocagères, avec notamment, on voit le devenir de cette haie qui est un peu malmenée en bordure de champ. Ouais, c'est ça, son vieillissement. Et le photographe nous a évoqué aussi le fait que photographier le bocage, ça a été un enseignement pour lui. C'est-à-dire qu'il a appris beaucoup de choses sur le fait qu'un bocage qui peut paraître beau à regarder, il a compris que il pouvait voir maintenant aussi le vieillissement et les difficultés à le gérer durablement. Donc, c'est intéressant, hein, cet aller-retour entre le regard qu'il porte en tant que photographe et les enseignements qu'il en retire et qui, du coup, vont retentir sur la façon dont il va continuer de photographier maintenant, quoi. Tout à fait. Et donc, le dernier observatoire photographique des paysages qu'on a mis en place, c'est un OPP participatif qu'on a initié. Alors, on a tenté un concours photo pendant l'année 2019, où justement, on a demandé aux habitants du territoire de nous envoyer des photos alors, sur 3 thématiques, les paysages du quotidien, les paysages insolites et des paysages en danger. Et on a retenu 10 personnes qui ont gagné le concours pour chaque thématique. Donc, ça fait une trentaine de points de vue qui ont été conservés.
Et dans le concours photo, on demandait aux participants de définir s'ils souhaitaient reconduire leurs photos et adopter en quelque sorte le paysage. Et donc, tout le monde ne s'est pas engagé à l'adopter, mais en tout cas, on a réuni à nouveau les gagnants du concours pour essayer de faire de la reconduction photo, et c'est quelque chose qui sera poursuivi dans le temps. Donc voilà pour le suivi de l'évolution des paysages. Ensuite, comme je disais, on avait dans le programme d'action notamment la volonté de diffuser cette connaissance auprès d'un large public. Et donc là, on a fait plusieurs actions, certaines qui sont en cours, d'autres qui sont achevées. Donc on a notamment la valorisation de l'observatoire photographique départemental, sous la forme d'un livre. Donc, on a notamment Guillaume Bonnel, donc, qui est le photographe qui a fait l'OPP, qui a conduit des entretiens sur ces photos, ou qui a sollicité différents partenaires pour réagir sur le corpus de l'OPP départemental. Et donc, c'est un livre qui va apparaître début d'année 2023. Et donc, c'est un travail conséquent et très riche, très intéressant. Donc, on souhaite justement faire paraître le livre en même temps qu'une exposition qu'on va faire aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine sur la valorisation de l'OPP. Donc là, c'est pareil, l'idée c'est de présenter un petit peu les paysages au sens large, savoir faire en sorte que les habitants du territoire comprennent mieux cette notion et ne l'associent pas seulement à des paysages naturels, mais vraiment tels que la définition de la Convention européenne. Et puis, plus particulièrement, présenter la démarche d'Atlas des paysages et surtout l'œuvre photographique de Guillaume Bonnel dans le cadre de l'OPP départemental. Donc ça, c'est une exposition qui est en cours de montage et qui sera, donc, comme je le disais, aux archives, dans le bâtiment des archives départementales à Rennes au printemps 2023. Avec notamment une partie de l'exposition qui sera transférée au sémaphore de la Pointe du Groin à Cancale durant l'été 2023. Pour le grand public, on a souhaité aussi faire un programme d'animation, donc animation vraiment grand public dans différents lieux, soit sur nos espaces naturels sensibles, mais aussi le long d'un parcours sur la Vilaine. Et puis, les associations partenaires du département se sont engagées aussi dans un programme pédagogique avec les scolaires, donc essentiellement le public de collégiens, mais il y a aussi quelques écoles primaires qui se sont intéressées à la question. Et donc, c'est nos associations partenaires du département, donc les CPIE, Forêt de Brocéliande et Val-de-Vilaine notamment, Bretagne Vivante, la LPO, et puis le réseau éducation à l'environnement du Pays de Fougères, qui ont proposé ces animations. Et on a notamment fait une année thématique dans notre programme d'animation sur les ENS en 2019, et les associations partenaires ont poursuivi la dynamique et continuent de proposer des animations sur les paysages. Également en 2019, on a fait un travail de formation atelier technique à destination des élus d'Ille-et-Vilaine et puis techniciens et techniciennes des collectivités, pour voir notamment comment est-ce qu'ils pouvaient se saisir de tout le contenu de l'Atlas des paysages dans la planification territoriale. Et donc, on a fait 7 ateliers sur l'ensemble du département, donc un à l'échelle de territoire de pays. Et c'est le bureau d'études de paysagistes Passeur qui a réalisé ces ateliers techniques. Et donc, sur l'ensemble des ateliers, on a eu près de 80 personnes qui se sont inscrites, avec à la fois des élus et des techniciens et techniciennes de collectivités. Donc l'idée, comme je disais, voilà, c'était de sensibiliser ce public à la prise en compte des paysages, et puis savoir comment s'approprier l'ensemble du contenu de l'Atlas des paysages. Et le bureau d'études nous a élaboré ce qu'on a appelé une boîte à outils paysage, qui est disponible en téléchargement sur le site internet de l'Atlas.
avec notamment des thématiques comme l'intégration des extensions résidentielles ou l'aménagement des centres-bourgs. Et donc ça, c'est des documents qui sont intéressants parce que les élus peuvent s'en saisir, dire voilà, au bureau d'études qui est missionné pour l'aménagement du centre-bourg, ben, nous, on souhaite travailler sur cette thématique, éviter l'étalement urbain, savoir comment mieux intégrer le bâti, les lisières entre le bourg et puis le reste du territoire, ce genre de thématique. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi au sein du département d'Ille-et-Vilaine, on est organisé par agence départementale. Et j'en parle parce que notamment, on a des collègues qui sont chargés de mission développement local et qui sont en lien avec les communes et justement, en fonction de leurs attentes, ils peuvent leur proposer un accompagnement sur l'aménagement de centre-bourg et donc ils peuvent aussi se saisir de cette boîte à outils pour mieux favoriser la prise en compte des paysages dans l'aménagement du territoire. Toujours sur cette thématique aussi, à destination des collectivités, on a participé au financement d'une thèse sur la traduction des paysages dans les PLU, une thèse qui a été soutenue par Charlotte Porc et encadrée par Laurence Ledu du laboratoire ESO. Et donc, dans ce cadre-là, on travaille en ce moment à l'élaboration d'un document d'accompagnement pour les collectivités, pour permettre une appropriation des paysages dans la planification territoriale. Avec une parution du guide prochainement, alors vraisemblablement plutôt premier semestre 2023. Et enfin, du coup, je vais laisser la parole plus précisément à Michel pour parler de son travail au sein du CAU d'Ille-et-Vilaine, qui a une forme un peu particulière. Effectivement, le CAU, ce n'est pas un CAUE comme on l'entend dans les autres départements. Là, c'est un service du département, avec notamment une équipe d'architectes conseils, voilà, et qui a été renforcée effectivement par l'arrivée de Michel en tant que paysagiste il y a un an. Exactement, alors je ne serai pas forcément très long, mais c'est vraiment une contribution d'ingénierie finalement que le département propose aux collectivités, principalement aux collectivités. Mes collègues architectes apportent également des conseils auprès des particuliers pour des extensions, etc., ou des projets d'architecture particulière. Enfin, pour ma part, c'est quand même plutôt les collectivités qui sont concernées, puisque j'apporte mes conseils soit à la demande des collectivités directement, soit par le truchement de mes collègues architectes ou des agences pour venir conseiller les collectivités. J'étais ce matin dans la commune des Brûlés, qui est une toute petite commune, mais qui a des intentions de réorganisation d'un espace public au centre du village. Et c'est l'occasion d'apporter vraiment des éléments d'analyse et des éléments de proposition d'action, des hypothèses d'aménagement pour s'engager dans un travail vraiment de projet. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que tout à l'heure, Caroline évoquait les premiers pas, disons, de la prise en compte du paysage dans les politiques publiques étaient des premiers pas de protection. Mais je crois que maintenant, nous en sommes maintenant plutôt à l'heure des projets, c'est-à-dire que c'est le projet urbain notamment, le projet de territoire ou le projet local ou le projet d'espace naturel qui vont aller vers la qualité paysagère. Je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que c'est maintenant par le projet d'aménagement, par le projet de planification, par les programmes qu'on va pouvoir travailler les objectifs de qualité paysagère, et c'est une très bonne chose de le penser de cette façon-là et de ne pas cantonner le paysage à la question de la protection. De la même façon, j'insiste en ce moment beaucoup sur le fait que nous avons beaucoup parlé d'images, on a beaucoup parlé d'observatoires, et c'est très bien, les représentations sont absolument essentielles dans la prise en compte du paysage, mais je complète aussi en disant que nous travaillons beaucoup sur l'expérience des lieux, c'est-à-dire que la qualité paysagère passe en termes de projet par la prise en compte de l'expérience des lieux par les habitants et les habitantes, en insistant notamment sur le quotidien.
Je suis assez heureux de pouvoir apporter mes conseils sur cette notion-là, sur l'idée qu'on peut travailler la qualité de vie au quotidien dans la grande proximité, ce qui a été pas mal mis en lumière par la période de confinement. C'est-à-dire que pendant cette période, tout le monde a recherché les promenades dans le cercle de 1 kilomètre autour de chez lui, il n'en a pas forcément trouvé, ou on a découvert certaines. Et je trouve que c'est un thème extrêmement intéressant à travailler que de travailler sur la proximité avec les paysages naturels, mais pas seulement, les paysages urbains aussi. Et un thème qui m'est cher, c'est également le réseau des chemins qui aide énormément à contribuer à cette qualité paysagère au quotidien, et notamment sur un lieu un petit peu négligé par les planifications précédentes, qui sont les bords de ville, qui sont souvent simplement un bord de zonage de PLU. Et je trouve que c'est un endroit sur lequel on peut déployer de beaux projets de qualité paysagère. Donc là, je suis à la disposition des collectivités. On parlait des collèges tout à l'heure et des collégiens, et je suis très très content de ça aussi. Il y a un champ qui s'ouvre d'actions qui passe par les cours de collège, et ça me fait très plaisir de penser que par le biais de l'aménagement de la cour elle-même, on peut sensibiliser des collégiens à la notion de paysage, à la notion de qualité, à la notion de projet. Et c'est très, très intéressant de le faire ainsi, parce qu'une cour de collège, c'est quand même voilà, un lieu d'expérience extrêmement, extrêmement fort, et un lieu de socialité aussi très important. Donc, voilà. Et puis, je dirais également que j'interviens pour le compte du département, évidemment, dans le cadre de sa responsabilité des espaces naturels sensibles, mais aussi en tant que personne publique associée à l'élaboration des documents d'urbanisme. Le département apporte sa contribution aux documents d'urbanisme. Alors, on a parlé de l'Atlas, mais ça peut être aussi donc, des documents préalables à l'élaboration de ces documents, et puis aussi un avis post-élaboration pour peut-être insister sur tel ou tel aspect, peut-être un petit peu sous-traité, ou en disant peut-être on pourrait insister sur les chemins, sur les espaces naturels, etc. Et c'est ce que je fais également. Puis je répondrai à vos questions s'il y a besoin, pour compléter ce petit tableau de mon activité au sein du département. Voilà, juste pour compléter, c'est vrai que c'est une mission qui nous tenait à cœur, de pouvoir compléter le champ d'action du CAU d'Ille-et-Vilaine par notamment l'intervention d'un paysagiste conseil. Pour le fonctionnement du CAU, en fait, les architectes conseils donnent effectivement des avis, tiennent des permanences à l'échelle des collectivités, mais c'est un conseil qui est payant, notamment pour les communes qui sont adhérentes au CAU. Là, l'idée de l'intervention de Michel en tant que paysagiste, c'est de vraiment avoir un conseil qui serait gratuit pour l'ensemble des communes d'Ille-et-Vilaine, y compris celles qui ne sont pas adhérentes au CAU. Donc, c'est quelque chose sur lequel on voulait insister aussi. Voilà, on a terminé notre présentation, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, tout à fait ça. Merci à tous les deux. Et je vous laisse quelques secondes, les participants, pour poser des questions, enfin des minutes même si vous avez besoin. N'hésitez pas, c'est le moment. Lancez-vous. Pas de questions. Tout était très clair. J'en profite, je vous ai mis dans le chat ce qu'on a parlé de l'Observatoire photographique des paysages du CAU 22. Donc, on a fait un webinaire là-dessus dans le cadre de ce cycle. Donc, j'en profite. Je vous ai remis le lien du replay dans le chat. Et donc, il y a une question. Comment peut-on définir la qualité paysagère? Du coup, je vous laisse voir entre Caroline, Armelle et Michel qui répond. Ouais. Je peux apporter un élément de réponse sur nourri par mes travaux précédents, notamment en termes de projets urbains. J'ai remarqué qu'il y a
une petite grille de qualité qui peut s'identifier en questionnant. Un premier élément, c'est un élément de caractérisation, c'est-à-dire que la qualité d'un paysage. Tout à l'heure, on voyait une photo d'un lotissement banal. Et le commentaire était « c'est pas un paysage ». Et moi, je pense que pourquoi on dit que c'est pas un paysage, c'est parce c'est un paysage tellement banal qu'on ne peut pas dire où il est. Et une des qualités paysagères, c'est celle-là, c'est de pouvoir caractériser suffisamment un lieu pour l'identifier par rapport aux autres. Et ce qui retentit énormément sur la qualité habitante, c'est-à-dire que des habitants qui savent qu'ils habitent un lieu à nul autre pareil, eh bien, ça retentit sur la propre valeur de leur vie dans un lieu identifié. Donc, la caractérisation, c'est vraiment, pour moi, un critère essentiel de qualité paysagère. Et ça porte autant sur les paysages naturels que sur les formes urbaines. On a un vrai problème avec ça. Ce sont les formes urbaines, notamment le lotissement et la zone d'activité, qui sont horriblement standardisées, qui ont détruit des paysages en les banalisant. Un deuxième aspect, c'est celui de l'accessibilité et de la proximité. C'est-à-dire que, il me semble qu'un élément de qualité paysagère, c'est le rapport sensible. Sensible, ça veut dire on peut y aller, on peut fréquenter agréablement avec les éléments de nature et avec les éléments de patrimoine. C'est-à-dire le fait de pouvoir se rendre sur le bord de la côte, évidemment, ça va de soi, mais à côté de chez soi, au bord d'un petit ruisseau, dans le petit bois qui est juste à côté, ou même de pouvoir se rendre au bord de sa ville pour regarder les cultures et le bocage, eh bien ça, c'est un élément de qualité paysagère tout à fait essentiel. C'est vraiment le rapport sensible, tout simple, tout quotidien, mais qui parfois manque quand même. Donc ça fait aussi partie de la qualité paysagère. Et alors, il y a un autre élément que j'ajoute souvent, qui est parfois difficile à comprendre, mais qui techniquement est très important, c'est celui de la continuité territoriale. C'est-à-dire que un paysage, enfin un territoire plutôt, qui a été coupé en morceaux, morcelé par du zonage, morcelé par des infrastructures que l'on ne peut pas franchir, ou par de grandes emprises que l'on ne peut pas franchir, eh bien, il est cassé. C'est-à-dire que ce territoire est morcelé à tel point qu'on ne peut plus le lire et le comprendre. Ça fait partie aussi des éléments de qualité paysagère. Et je terminerai avec deux entrées très importantes. La première, c'est l'expérience. Quelle est la qualité de l'expérience des lieux, et notamment, ça j'insiste beaucoup là-dessus, pas en voiture, l'expérience des lieux à pied ou à vélo, est-elle de qualité? Est-ce que c'est agréable? C'est tout aussi simple que ça. Est-ce que c'est agréable de se promener? Voilà, une zone d'activité où il n'y a pas de place pour se promener. Est-ce que c'est agréable de la fréquenter autrement qu'en voiture? Ben non. Et donc, on a là un filtre extrêmement simple de qualité paysagère. Et puis, dernier élément, c'est est-ce que la représentation de ce lieu a de la valeur? Est-ce qu'on dit c'est beau quand on voit la photo du lieu? Ben, ça aussi, ça fait partie de la qualité paysagère. Vous voyez, c'est une grille qui s'est élaborée au fur et à mesure de mon travail, mais qui m'aide beaucoup, en tout cas, dans mon boulot, et puis pour dialoguer aussi avec mes partenaires, quoi. Et pour compléter les propos de Michel, c'est vraiment aussi, selon moi, la qualité paysagère, ça doit faire commun. C'est-à-dire que ça doit correspondre aux valeurs de différents groupes sociaux et pas uniquement d'un groupe social en particulier, mais vraiment que pas tout le monde, en tout cas une grande partie de la population se reconnaissent et donne du sens en fait à ces paysages. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça, puisqu'au bout du compte, on travaille sur un sentiment d'attachement au territoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Ouais, moi je suis désolé, c'est moi encore, et là je prends la parole. C'est particulièrement intéressant. Bravo, parce que de façon synthétique, en 6 points, là, voilà, c'est particulièrement pertinent. Et alors, je rebondis vraiment sur le dernier point, puisqu'on commence à être en peine dans nos territoires à faire commun autour du paysage, puisqu'il y a des gens qui vont vouloir le bloquer par rapport à X raisons qui leur sont bien légitimes, et d'autres personnes qui veulent le voir évoluer aussi de différentes façons.
Donc là, je ne sais pas si c'est une question, une remarque, c'est comment va-t-on pouvoir faire démarche collective entre personnes aussi qui habitent de façon permanente sur un territoire et de façon transitoire pour d'autres. Comment va-t-on pouvoir avancer ensemble? C'est tout l'enjeu d'un certain nombre de plans de paysage, mais notamment par rapport à des enjeux de relocalisation, de la production alimentaire, de la production énergétique, etc. Des territoires qui sont, d'un point de vue naturel, voire naturaliste, extrêmement préservés, vont peut-être devoir réintégrer des fonctions productives, mais qui ne sont pas de type industriel. En tout cas, il ne faut pas l'espérer. Et donc, c'est une question qu'on se pose particulièrement dans des territoires assez emblématiques. Moi, j'habite à Belle-Île-en-Mer. Et donc, on voit, et donc la communauté de communes, notamment, se mobilise pour aller vers cette élaboration collective. Mais c'est un enjeu énorme à l'heure où je pense qu'il y a des injonctions un peu contradictoires par rapport à une volonté, et je parle notamment un peu de l'État, qui essaye de bien faire, mais qui n'arrive pas à faire prendre corps, peut-être quelquefois, à ce qui arrive à des injonctions contradictoires entre volonté de préservation. Et heureusement que nous, on a eu un site classé qui a été calé en 1976. Et d'un autre côté, relocalisation au plus proche des fonctions productives. Voilà, moi, c'est une grande interrogation. Et comment va-t-on faire ensemble par rapport à ce challenge et quelquefois qui n'amène pas beaucoup de solutions, qui amène à des impasses, quoi. J'insisterai beaucoup sur la notion de projet. Je pense qu'effectivement, l'affrontement préservation et pas préservation, il est un peu stérile. Il me semble que ce qui est vraiment utile, c'est de s'engager dans une démarche de projet, et un projet évidemment associant celles et ceux qui n'ont pas forcément la même position par rapport au territoire. Et puis, il me semble que le paysage apporte aussi des éléments de méthode, notamment en insistant pas mal sur l'expérience des lieux. C'est-à-dire que travailler en paysage, c'est travailler ensemble, effectivement, mais c'est aussi travailler sur les lieux. C'est-à-dire que fonder des éléments d'analyse et de compréhension, non pas sur une carte abstraite dans une salle anonyme, mais en étant sur les lieux, en travaillant ensemble dans l'expérience assez essentielle, ça peut apporter quand même ça peut déclencher des éléments intéressants. Et puis, dernier élément, il me semble qu'une des clés d'un projet qui se conduit correctement, c'est de respecter le fait qu'il se fait par étapes. C'est-à-dire qu'on ne balance pas un projet brusquement d'un coup comme ça, violemment, et on en prend des coups, tout le monde prend des coups, les auteurs du projet, ceux qui sont contre, etc. Et c'est une très mauvaise méthode. Et franchement, procéder par étapes, analyser, interroger les programmes, nourrir les programmes, faire des esquisses, des hypothèses, des scénarios, parfois des scénarios farfelus, peuvent conduire à des trouvailles. Mais franchement, le projet martyr, c'est la pire des méthodes. C'est quelques propositions. Je ne dis pas que c'est magique, tout ça, mais ça peut aider, quoi. Je vous ai mis en lien, j'inventorie les outils de médiation autour du paysage. Avec différents projets, c'est un peu divers et varié, à la fois des boîtes à outils, mais aussi des journées en fait autour de la transition écologique et le paysage, notamment des formations proposées par le collectif d'après pétrole. Et donc, il y a quand même de plus en plus d'outils à disposition pour se concerter entre acteurs et actrices qui au départ sont vraiment pas d'accord sur la question, en prenant d'autres cas que forcément son territoire, parce que en général on cristallise un peu sur les problèmes, et donc c'est comment on sort de cette cristallisation pour trouver d'autres solutions à partir d'autres cas, quoi. Donc voilà, si vous voulez regarder cette page, il y a plusieurs outils. Merci à tout le monde. On arrive au terme de ce webinaire.